pour vous présenter, nous signifier que vous êtes là et que tout va bien pour vous. Voilà, on va attendre encore 2 petites minutes sans commencer trop tardivement. Je vois qu'il y a 30 participants, voilà, on va patienter un petit peu. Pour habiter et vivre autrement nos petits bourgs. Un grand merci en tout cas à Perrine, qui est habitante du projet La Jolie Colo, à Monsieur Gameau, ancien maire d'Autran-Méaudre, qui fera une rapide intervention également, à Anne-Sophie Dodon de Village Vivant, qui fera une dernière intervention en fin de webinaire pour vous présenter sa structure et les actions qu'elle mène concernant l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire en fin de webinaire. Et bien sûr, un grand merci à Habitat Participatif France, le mouvement, pour mettre en ligne ces outils qui nous servent bien et nous aider à coordonner ces moments-là. Un grand merci aussi à Valérie d'Écoquartier Strasbourg qui m'accompagne sur ce projet, et à Romain d'Unitois Chambéry qui est présent mais qui n'a pas sa caméra d'allumée. Donc voilà, cet événement s'inscrit dans le cadre de la Biennale des villes en transition qui a lieu à Grenoble à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 avril. Donc c'est un événement autour des transitions écologiques et citoyennes qui regroupe beaucoup d'intervenants sur différents domaines, de l'innovation technologique à l'innovation sociale, en passant par les systèmes de compostage, etc., pour contribuer à limiter les situations de réchauffement climatique, etc. Donc un grand merci à eux aussi de nous faire participer à cet événement un peu particulier cette année dématérialisé. Voilà. Donc ce que je vous propose pour commencer la session, c'est dans le chat voilà, de nous dire un peu qui vous êtes, si vous étiez là hier, d'où vous nous suivez en ce moment et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques mots à mettre derrière des noms. Et puis, bien sûr, pendant l'intervention de Perrine ou de Anne-Sophie ou même de Monsieur Gameau, n'hésitez pas à poser vos questions à travers l'outil qui est dédié, qui s'appelle Q&A ou Q&R pour certains. L'idée, c'est qu'on recense toutes ces questions-là et qu'on puisse les poser à la fin des présentations. Voilà. Donc moi, je vais rapidement vous faire une présentation de ce qu'est Habitat Participatif France. Donc c'est l'ex-coordination des associations de l'habitat participatif. C'est une association qui fédère et qui représente les habitats participatifs à l'échelle nationale. Ça a pour but, voilà, de rassembler des énergies, qu'elles soient habitantes, professionnelles, au service de ces projets-là, à la fois pour faire reconnaître ces lieux-là, ces habitations-là, et également pour faciliter les démarches et montrer leur grande diversité sur le territoire. Donc en termes d'action, Habitat Participatif France organise des actions de plaidoyer auprès des instances nationales. Récemment, en 2014, ça a abouti à la reconnaissance juridique de l'habitat participatif dans la loi ALUR, par exemple. Mais ça organise aussi des réflexions, des groupes de travail thématiques. Voilà, notamment en ce moment, ce qui nous concerne, c'est la revitalisation des petits bourgs et des cœurs de ville, et globalement des espaces ruraux. Mais on travaille globalement aussi sur la question des politiques de la ville, des quartiers prioritaires, et la question des seniors, de l'intergénérationnel et de l'adaptabilité des logements aux personnes qui avanceraient en âge. Donc voilà, en 2 mots. Habitat Participatif France, c'est aussi des outils mis en commun. Donc les visios Zoom et les webinaires organisés, comme celui de ce soir par exemple. Ces derniers sont disponibles aux structures d'accompagnement professionnel et également aux groupes projets qui sont adhérents de l'association. Vous trouverez également sur leur site une cartographie collaborative des projets et des petites annonces, voilà, pour trouver et retrouver ce qui se passe autour de chez vous en termes d'habitat participatif. Et enfin, l'association a pour but d'organiser des grands rendez-vous de sensibilisation à ces actions-là, à la fois à travers les portes ouvertes européennes de l'habitat participatif, qui se déroulent 1 à 2 fois par an dans toute la France et dans toute l'Europe, ce qui représente environ en France 150 événements par an.
et également les rencontres nationales de l'habitat participatif qui ont lieu tous les 2 ans. C'est des rencontres interprofessionnelles et aussi habitantes autour de nombreux sujets qui nous questionnent par rapport à la question de l'habitat participatif. Donc cette année auront lieu les rencontres nationales de l'habitat participatif à Lyon du 8 au 11 juillet et ce sera sur la thématique des communs. Donc vous retrouverez, si vous voulez, sur le site, vous pouvez adhérer, contribuer, donner pour soutenir ce mouvement-là. Et vous pouvez également vous inscrire à la lettre d'information pour vous informer sur les actualités du mouvement et des structures. Alors, concernant notre question des petits bourgs, hier a eu lieu un premier webinaire qui a présenté un magnifique projet à Auch. Ce soir, donc on va vous présenter le projet de La Jolie Colo, qui se situe dans le Vercors, à Autran-Méaudre. Et le prochain webinaire aura lieu le jeudi 29 avril à 18 h et concernera l'habitat participatif abordable et le rôle des bailleurs sociaux et de la maîtrise d'usage dans la réussite de ces projets-là de revitalisation. On organise également au RNHP de nombreux ateliers et activités en lien avec la question de la réhabilitation en centre-bourg et en cœur des villages, et également sur la question de la revitalisation plus globalement. Donc, pour rentrer dans le sujet à proprement parler de la revitalisation des petits bourgs et globalement des espaces ruraux, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a plus de 200 projets qui sont aboutis en habitat participatif et qui font leurs preuves territorialement. On a également 834 projets qui sont recensés, aboutis ou en réflexion ou en cours de construction en France, et 146 seulement se trouvent en dehors des villes. Donc, nous, ce qu'on constate aujourd'hui à l'échelle territoriale, française, c'est que la majorité des projets sont construits dans du neuf et que pour certains, ils sont encore consommateurs d'espaces agricoles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite porter, c'est que face à la vacance des logements, notamment en centre-bourg et en petite ville, l'abandon d'anciennes friches industrielles, et pour participer à notre manière à la lutte, en quelque sorte, contre l'artificialisation des sols, aujourd'hui, le mouvement souhaite porter et mettre en lumière des projets de réhabilitation et ou d'éco-rénovation sur des modes participatifs, pour certains porteurs d'une certaine aussi mixité d'usage. Les projets qu'on vous présente à travers ces trois webinaires nous semblent répondre en tout cas à un habitat de qualité, adapté aux usages et assez économe en foncier. On est convaincu que c'est un habitat également qui est générateur de liens, à la fois à travers le processus du projet en lui-même et par rapport aux nouveaux espaces d'entraide et de solidarité qu'il peut créer. Et c'est un habitat également qui s'inscrit dans son environnement, qui repense l'impact écologique. On l'a bien vu hier à Auch, par exemple. Son inscription dans un patrimoine architectural et paysager, et également qui laisse la possibilité à de nouveaux usages. Enfin, on considère que ces habitats répondent à des attentes citoyennes, de réinvestir des espaces plus proches de la nature, mais également plus proches de leur mode de vie. Donc voilà pour cette introduction. On va vous présenter le projet de La Jolie Colo à Autran-Méaudre. Et avant de laisser la parole à Perrine qui vous présentera son écran et sa présentation, je vais laisser Monsieur Gameau, ancien maire d'Autran-Méaudre, nous parler de ce projet et peut-être de son impact territorial. Bonjour à tous. Lorsque le projet de La Jolie Colo a été lancé, je n'étais pas maire d'Autran-Méaudre, parce que Autran-Méaudre n'existait pas encore, mais maire d'Autran. La commune nouvelle d'Autran-Méaudre a été créée en 2016 et les premiers contacts que j'ai pu avoir avec Perrine doivent dater plutôt de fin 2015, si je me souviens bien. Et j'étais à ce moment-là donc maire d'Autran, juste pour expliquer que la commune nouvelle Autran-Méaudre a été créée un petit peu après. Et j'étais surtout vice-président de la communauté de communes du massif du Vercors, en charge de l'économie. Et c'est à ce titre-là que j'ai rencontré Perrine, dans les locaux d'ailleurs de la communauté de communes du massif du Vercors, et vous voyez, au titre de ma compétence économie. Alors c'est important parce que le projet Jolie Colo n'a pas été présenté au départ comme un projet d'habitat participatif, mais plutôt comme un tiers-lieu. Il y avait beaucoup d'innovations
à ce moment-là qui se déroulait dans la commune d'Autran, puisque Autran en tant que commune existait encore à ce moment-là, notamment un des premiers espaces de coworking qui a été créé dans le massif du Vercors a été créé à Autran. Donc cet espace de la Jolie Colo, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? C'était, comme son nom l'indique, une ancienne colonie de vacances, un peu à l'abandon, propriété de la ville de Grenoble, qui n'avait pas mis cet équipement parmi ses priorités, bien loin de là, qui en avait confié la gestion à une association, qui n'y faisait pas grand-chose, qui en tout cas suppliait la ville de Grenoble d'y faire un minimum de travaux, notamment de mise aux normes et de mise en conformité, ce que la ville de Grenoble, occupée par d'autres priorités, ne faisait pas. Bref, un bâtiment qui était en train de partir un peu à volo. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Perrine, que je connaissais déjà depuis longtemps, avant cette rencontre, bien sûr. Et je me rappelle très bien comment ça s'est passé. En revenant de Villard-de-Lans, où se trouvent les locaux de la communauté de communes, je passe devant les locaux des Charlières, puisque c'est comme ça qu'on appelait ce bâtiment à l'époque, et j'appelle Perrine en lui disant, écoute, j'ai peut-être trouvé le local qu'il te faut. Car au départ, le projet de Perrine Fayet et de ses copains ne devait pas se faire à Autran, mais à Lens-en-Vercors. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et je lui dis, écoute, il faut que tu viennes voir, que vous veniez voir ces locaux, et puis ensuite, moi, je me chargerai, si ça peut être utile, des relations avec la ville de Grenoble pour essayer de trouver une solution. Ça s'est fait comme ça. Et effectivement, les locaux semblant convenir à Perrine et aux autres porteurs de projets, j'ai pris à ce moment-là contact avec les collègues de la ville de Grenoble en leur demandant en gros ce qu'ils comptaient faire de ce bâtiment. Réponse, rien. Bon, enfin, on n'a pas de, ça ne fait pas partie des priorités de la ville. Par contre, s'il y a un projet intéressant, bon, pourquoi pas y participer d'une certaine façon en consentant un prix qui serait un prix, disons, étudié. Bon, naturellement, il faut passer par l'estimation du service du domaine et tout ça. Mais bon, je crois pouvoir dire, et Perrine le confirmera sans doute, que la ville de Grenoble a bien joué le jeu en vendant ce bien à un prix, on va dire, abordable. Ça n'a pas empêché ensuite les porteurs de projets d'y faire des travaux très importants de mise aux normes, de rénovation, évidemment, puisque le bâtiment a été comment dire, rénové de fond en comble pour y faire à la fois de l'habitat participatif, puisque c'est le sujet du soir, mais aussi un hôtel d'entreprise. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour un village comme Autran, commune d'Autran-Méaude, mais village d'Autran. À Autran, il y a moins de 2000 habitants, et c'est un village dont l'activité essentielle est encore le tourisme, même s'il y a évidemment de l'agriculture, une grosse capacité forestière, on est une commune forestière très importante, mais le tourisme reste l'activité économique principale, avec tous les soucis qui vont avec, notamment l'hiver. Bon, cet hiver est un peu exceptionnel à plein d'égards, hein. Je ne parle pas simplement du Covid, mais de l'enneigement. Une question qui est de plus en plus importante, le village d'Autran est situé à 1000 mètres d'altitude. Les sommets les plus hauts sont à 1700 mètres, donc on est en plein, ce qu'on appelle la moyenne montagne, avec déjà, réchauffement climatique oblige, des questions d'enneigement qui sont récurrentes. Pas cet hiver, parce qu'il a été exceptionnellement bien enneigé, mais tous les autres hivers, on sent bien que c'est de plus en plus compliqué. D'où la nécessité d'entrer en transition. Et depuis que je ne suis plus maire, j'aurais peut-être dû le dire en commençant, mais je ne suis plus élu aujourd'hui, je ne me suis pas représenté aux dernières élections municipales. J'ai pris des responsabilités dans une association nationale qui s'appelle Territoire de montagne en transition, transition au pluriel, parce qu'il y a plein de transitions qui sont en cours actuellement dans nos territoires de montagne. Donc voilà comment l'histoire a commencé. Donc moi j'ai été modestement une espèce de facilitateur, et puis bon, j'avais dit à Perrine, à Pierre et à tous les autres porteurs de projets que je serais toujours à leur disposition pour les aider, pour les accompagner si c'était nécessaire. Mais c'est eux qui ont fait vraiment de très loin le plus gros du travail. C'est une opération qui reste une opération finalement complètement privée, même si à titre personnel et en tant qu'élu, je l'ai beaucoup soutenu, accompagné évidemment. Mais c'est une opération dont tout le mérite revient au porteur de projet dont Perrine va vous parler maintenant. Voilà. Merci beaucoup,
Monsieur Gameau. Je vais couper le partage et puis je vais laisser Perrine prendre le relais. Alors, continuez. Il faut que j'arrive à passer en plein écran. C'est tout bon? Vous voyez mon écran? Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Les habiles qu'on avait consultés notamment du projet, et puis Habitat Participatif France, et puis merci Thierry aussi pour cette introduction qui est parfaite, et que voilà, du coup ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite aussi sur mes premières pages, puisque je vais redire un peu des choses que tu as déjà dit, mais voilà, avec peut-être une autre forme. Donc la jolie colo, Thierry en parlait. Alors, attendez, je vais juste virer. Comment je peux faire ça? J'ai vos petites vignettes à droite, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Donc, déjà, voilà, le territoire d'implantation, donc Thierry en a parlé, donc on est sur le massif du Vercors, donc c'est en région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, en Isère, donc dans le sud Isère plutôt, et donc sur une petite communauté de communes qui compte 6 communes, dont Autran-Méaux dans le Vercors, que vous voyez ici, qui est donc, comme disait Thierry, un territoire plutôt rural, de moyenne montagne, 1000 mètres d'altitude, et donc au sein d'une petite intercommunalité, parce que c'est une des plus petites, a priori, du secteur, puisqu'il y a seulement 12 000 habitants pour 6 communes. Voilà pour l'endroit. Alors, le lieu, donc c'est, comme disait aussi Thierry, alors, à l'origine, c'est un ancien corps de ferme, donc avant qu'il soit transformé dans les années 40 en petite colonie de vacances par un comité d'entreprise lyonnais, et racheté dans les années 60 par la ville de Grenoble, qui du coup crée une grande extension qui double la surface en gros du bâtiment, pour pouvoir faire vraiment des classes vertes, classes de neige avec accueil, qu'il puisse y avoir des cours et puis des activités liées à la scolarité. Et puis, donc, qui en 2017 est devenue la jolie colo des Charlières. On a souhaité garder la référence à cette histoire dans le nom qu'on a donné à notre projet. Alors aujourd'hui, la jolie colo, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Et on va préciser un peu parce que dans tiers-lieu, il y a beaucoup de choses. Donc, un tiers-lieu d'activité, de création et d'habitation. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce lieu, il y a 12, en gros, en ce moment, il y a 12 structures représentées, résidentes, au sein de ce qu'on peut appeler un hôtel d'entreprise. Donc, il y a à la fois des entreprises, mais il y a aussi des associations. Certaines sont pleinement installées ici, c'est-à-dire qu'elles ont leur siège social et puis tous leurs locaux. Et puis d'autres, c'est plutôt des gens qui peuvent travailler potentiellement à distance ou qui assurent des permanences hebdomadaires. Voilà, il y a des profils assez variés. Sur la droite, là, vous voyez un petit peu des logos des entreprises. Donc, il y a vraiment beaucoup de diversité. On pourra y revenir. Ça va de la fabrication alimentaire à la comptabilité, en passant par l'électronique, l'architecture, la photographie. Il y a vraiment plein de choses différentes. Donc, ça représente à peu près 25 personnes qui travaillent au quotidien, en tout cas qui sont quotidiennement sur le lieu. Il y a également, donc, autour du bâtiment, il y a 5 hectares de terrain, mais il y a un morceau de forêt, mais il y a aussi donc 2 hectares qui ont été dédiés à l'agriculture, et notamment l'agriculture biologique, donc une partie en culture de plantes aromatiques, et puis une autre partie qui est en prairie, il y a des vaches qui viennent brouter, et puis les foins qui sont faits plusieurs fois dans l'année. Et enfin, donc c'est pour ça qu'on nous invite ce soir, il y a aussi un volet habitat qui représente 3 logements qui sont les habitations des porteurs du projet. Alors, dans ce lieu, il y a aussi, évidemment, au-delà des espaces privatifs des uns et des autres, des entreprises et des habitants, il y a aussi des espaces partagés, donc soit des espaces de travail partagés, soit des espaces de convivialité. Donc, dans les espaces de travail, on a des bureaux partagés, salles de réunion, une grande salle multi-activités de type conférences, résidences artistiques et autres. Et un projet d'atelier bricolage partagé
de type Fab Lab. Donc, je vous le disais, des espaces plutôt dédiés à la convivialité, parce que l'idée, c'est aussi que les gens se rencontrent et aient plaisir à partager des moments un peu plus informels. Donc, une cuisine commune, des espaces de détente, les espaces extérieurs qui sont particulièrement agréables dans le Vercors. Et puis, enfin, on a vraiment souhaité aussi développer tout un aspect outils, notamment dans les espaces qui sont gérés par l'association dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc là, c'est vraiment des équipements de type matériel de spectacle, vidéoprojection, outils, machines. Voilà. L'idée étant d'avoir une forme de polyvalence pour permettre à des projets très divers de se réaliser dans nos espaces. Donc, la Jolie Colo, donc c'est le nom global du projet, mais c'est aussi le nom d'une association qu'on a créée dès le démarrage du projet et qui donc a pour vocation d'animer la vie du lieu, de coordonner et de valoriser ses activités, qui est aussi la structure qui interagit avec les autres acteurs du territoire, donc que ce soit les associations, les collectivités ou les entreprises. C'est aussi l'association qui permet qui offre un cadre à tous les usagers du lieu pour mettre en place leurs projets, développer des actions. Donc, par exemple, on organise un marché bio hebdomadaire, on organise des événements en partenariat avec des acteurs locaux, des stages, des rencontres professionnelles. C'est aussi l'association qui peut s'entourer de partenaires pour le financement de ces projets. Donc, c'est par elle qu'on passe pour aller éventuellement solliciter des subventions. Et voilà, fin du chapitre association. On y reviendra. Donc, j'ai préparé deux slides là, assez denses sur la genèse du projet, puisque c'est aussi là-dessus, j'imagine, que les questions des participants à ce webinaire se portent. Donc, comment est née la Jolie Colo? Alors, Thierry en a un petit peu parlé, donc je vais essayer d'aller vite sur le début. Donc, au printemps 2016, une des entreprises qui s'appelle donc Lithos est une entreprise qui historiquement était sur le Vercors, qui avait déménagé, cherche à s'y réimplanter. Ce n'est pas très facile parce que le foncier est rare sur le plateau du Vercors et assez cher. Et avec l'idée d'avoir un lieu pour l'entreprise, mais aussi pour que ses associés puissent habiter. Donc vraiment associer habitation et entreprise sur un même site. Et puis, un peu par hasard, par curiosité, on est allé visiter une première colonie de vacances et puis ensuite une seconde sur les conseils de Thierry Gameau. Et on découvre en fait avec ces bâtiments que c'est beaucoup trop grand, bien sûr, pour une seule entreprise et un seul logement. Et donc, qu'il faut voir plus grand, qu'il faut imaginer un projet en fait qui soit plus collectif et qui intègre d'autres personnes. Et tout ça, évidemment, nous enthousiasme beaucoup parce qu'on se rend compte de tous les potentiels que ça ouvre et de tout ce que ça peut amener en termes de partage de savoir-faire, d'échanges, etc. Donc, on présente ce projet, donc on développe ce projet un peu sous forme de dossier, on le présente aux élus du territoire et donc on découvre cette opportunité de pouvoir acheter potentiellement le bâtiment Écharlières qui appartenait à la ville de Grenoble. Donc, à l'automne, on intègre de nouveaux participants, enfin de nouvelles personnes dans l'équipe noyau, disons. Et puis on fait avancer ce projet dans nos têtes et petit à petit, l'idée de la Jolie Colo se forge. À la fin de l'année 2016, grâce à la communauté de communes, la ville de Grenoble donne son accord pour vendre ce bâtiment, etc. Et puis, du coup, dans le même temps, on travaille à la définition des plans, on va chercher les fonds auprès des banques, etc. Et puis, on monte cette fameuse association pour aussi avoir vraiment une réflexion sur qu'est-ce que peut apporter ce projet au-delà de juste le projet foncier et puis le projet privé d'habitation. Comment une démarche comme ça peut avoir aussi un impact plus territorial. En novembre 2017, on achète le bâtiment et puis après, le grand chantier démarre, puisque c'est vraiment un assez gros bâtiment, on y reviendra.
Et donc, au fil de l'eau, les entreprises s'installent, parce qu'il y a une forme d'urgence aussi au départ à ce que certaines, vite, puissent se remettre à travailler. Et puis, au fur et à mesure que les espaces sont disponibles, on les met en location. Et fin 2020, donc tout récemment, les espaces sont tous terminés, les espaces professionnels sont tous opérationnels. Et là, on s'attaque en gros à ce qu'on a un peu laissé en second plan, c'est-à-dire les communs, enfin pas les communs, les escaliers, les halls d'entrée. Donc, on approche de la fin des travaux. Et on souhaite faire une sorte de fête inaugurale en 2021, si le Covid nous le permet. Voilà pour le petit historique. Alors, donc, si on résume, parce que j'ai dit beaucoup de choses et je voudrais mettre en valeur certains points. Donc, au départ, un collectif de 6 personnes avec l'idée d'installer des activités professionnelles, leurs habitations et d'y partager des outils. Une opportunité foncière parce que voilà, c'est un bâtiment auquel on a pu accéder à un tarif quand même très, très concurrentiel. Et puis qui offre aussi de nombreuses possibilités en termes d'aménagement. Des élus locaux impliqués et particulièrement sensibles à la démarche du projet. Donc là, je pense à Thierry, bien sûr, mais aussi aux élus de la ville de Grenoble. Une grosse dynamique de groupe, notre petit collectif, et puis tous les bénévoles les amis et tout ça, qui nous ont aidés tout du long. Et une envie commune d'agir pour l'intérêt collectif. Ça, je pense que c'est un point assez important. Une vision ambitieuse aussi, parce qu'il fallait avoir envie de se jeter dans ce projet et associer à une gestion rigoureuse, parce que, si vous voulez, on en reparlera aussi, mais en termes de structuration, d'accompagnement par des spécialistes, des notaires, des juristes, etc. On a essayé quand même de bien s'entourer, de faire les choses dans le bon ordre. Et puis, beaucoup d'huile de coude, parce que ça, c'était 1500 mètres carrés de bâtiments à réhabiliter. Même si on fait travailler des entreprises, il en reste quand même beaucoup à faire par soi-même. Et voilà, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie. Alors, je vais faire un petit focus là sur le bâtiment, puisque c'est, j'imagine, pour certains, quelque chose qui vous intéresse pas mal. Donc, c'est un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés sur 5 hectares. Qui est actuellement divisé en 16 lots. 13 lots appartenant à une SCI, la SCI Vercors Pépinière, qui est la structure qui, à l'origine, a acheté le lieu, et 3 lots d'habitation. Donc là, on voit sur les plans, toutes les petites couleurs correspondent aux 16 différents lots de ce bâtiment. Donc, bâtiment sur 3 étages, on voit ça. Et avec un petit bâtiment annexe, là, le petit bâtiment rouge qui est un local qui a été créé sur un ancien garage. Alors, pour vous raconter un peu le mode de structuration, donc on est donc une copropriété, puisqu'il y a donc cette fameuse SCI, Vercors Pépinière, qui possède 13 lots. Donc, tous les petits points jaunes, ce sont les lots. À l'intérieur, c'est les noms des locataires, en gros, des entreprises qui sont présentes dans ces différents lots, différents espaces. Et puis, il y a les 3 logements qui sont 3 lots différents et qui appartiennent à 3 entités différentes. Donc, en fait, on est 4 copropriétaires, les habitants et la grosse SCI qui possède 70% du bâtiment. Et donc, entre tous ces copropriétaires, on a quand même on a pas mal de communs. Donc, la cuisine commune dont je vous parlais, c'est un commun de copropriété entre la SCI et les habitants. Des sanitaires, des douches, des WC. Un projet de petit dortoir type chambre d'amis qu'on n'a pas encore mis en service, mais qu'on souhaite faire prochainement. Et puis, les espaces extérieurs, plutôt les jardins, les tables de pique-nique, etc. Donc, ça, c'est tous les extérieurs, sauf évidemment ceux qui ont été mis à disposition des agriculteurs. Alors, quelques chiffres pour vous situer les choses de ce point de vue-là. Alors, je vous ai mis des jolies images d'espaces verts pour ceux que ça n'intéresse pas trop. Donc, l'achat du bâtiment. Donc, je vous disais c'est pas très cher, 270 000 € pour un bâtiment de 1500 mètres carrés sur le plateau du Vercors. C'est le prix d'une toute petite maison ici.
Donc, c'est vraiment complètement en décalage avec le prix du foncier actuel. Donc, on a créé cette ESCI en y apportant évidemment du capital. Donc, on a souhaité que chaque associé, donc les 6 personnes, apportent un même capital. Ça, on avait la possibilité d'être égaux et on trouvait ça bien. Et puis, on a fait, bien sûr, un emprunt bancaire, donc un premier emprunt de 400 000 € au démarrage du projet. Et puis, une deuxième phase en 2019, notamment pour le petit local rouge là, dont je vous parlais, qui était lié à l'activité agricole qu'on a fait construire dans un second temps. Et là, un projet sur 2021 de à nouveau réemprunter pour divers chantiers de toiture, de chaudière, de petites extensions, etc. Donc, ce qui fait 557 000 € d'emprunt. Et puis, la vente des plateaux, donc c'est-à-dire que la SCI, au départ, a acheté l'ensemble du bâtiment et on avait prévu, donc, dès le départ, de revendre les plateaux nus qui correspondent au logement. Une fois que ceux-ci seraient alimentés en eau, en électricité et que les eaux usées s'évacueraient bien et tout ça, donc qui ont été revendus pour 30 000 € par plateau, donc 90 000 €. Donc, depuis qu'on a revendu ces plateaux, on est devenu une copropriété. Donc, à titre informatif, là, notre budget annuel prévisionnel pour 2021 est à environ 30 000 € pour l'année. Donc, ça correspond essentiellement aux charges globales, qui sont donc après, bien sûr, réparties au tantième en fonction des différents copropriétaires. Et puis, à titre indicatif, parce qu'aussi Thomas m'avait suggéré de parler des économies d'énergie qu'on a pu faire liées à la réhabilitation. Donc, on est encore au fioul, malheureusement, même si on envisage de passer au bois. On aimerait beaucoup changer la chaudière. Mais quand même, on voit qu'avec l'isolation, le changement des huisseries, etc., on est quand même passé de 7 600 litres par an, de 30 000 litres par an à 7 600 litres. Donc, on a fait quand même une belle économie de dépenses de fioul. Et puis, juste pour finir aussi sur cet aspect-là, les logements dont les travaux ont été financés vraiment par les propriétaires de manière séparée de la SCI, bien sûr, qui correspondent à environ 400 000 € de travaux. Donc, en fait, ça fait, quand on cumule tout, un investissement global d'environ 1 160 000 €, je crois, sur la totalité de la réhabilitation du bâtiment. Voilà. Après, petit focus sur l'économie aussi de l'association La Jolie Colo, mais je vais faire assez vite. Donc déjà, c'est un choix qu'on a fait, c'est que donc là, le Jolie Colo a en gestion 2 espaces au sein du bâtiment. Et le choix qu'on a fait en tant que SCI, c'est de les mettre à disposition sans contrepartie de loyer, parce qu'on ne voulait pas que l'association soit trop mise sous pression et qu'elle puisse quand même réaliser ses projets dans de bonnes conditions. Donc, il s'agit d'une grande salle de 100 mètres carrés, d'un atelier de 35 mètres carrés. Et pour l'instant, l'association n'a pas de salariés. Donc, c'est vrai que on espère embaucher un jour quelqu'un, mais pour l'instant, c'est une charge que nous n'avons pas à assumer. Et enfin, donc, on est allé chercher aussi des subventions, donc notamment sur l'investissement pour l'équipement des espaces gérés par l'association. Donc, on n'a pas du tout demandé de subvention sur l'aspect foncier, bâtiments, travaux, etc., mais vraiment sur les équipements techniques, vidéoprojection, son, lumière, toutes les choses qui peuvent servir plutôt pour les activités associatives. Donc, pour ça, on a obtenu 34 000 € du Fonds Leader européen, 20 000 € de la Fondation RTE, c'est l'entreprise qui gère le transport d'électricité, et 9 000 € de la communauté de communes du massif du Vercors. Et on est en train de demander sur le fonctionnement, donc dans la perspective d'embaucher un coordinateur, on est en train d'échanger avec le conseil départemental de l'Isère qui lance un appel à projet sur les tiers-lieux en ce moment. Donc à hauteur en gros de 20 000 € par an de manière dégressive. Et en complément, on sollicite aussi de nouveau le soutien de la CCMV sur le fonctionnement. Voilà.
ça sera mon dernier slide. J'espère que je n'ai pas trop explosé le timing. Donc, pareil, Thomas me suggérait de mettre en valeur ce qu'on considère comme étant les principales réussites, même si on n'en est encore qu'au tout début du projet, à nos yeux. Donc, j'ai essayé de les lister. Alors déjà, ce que je vous disais, 25 personnes sur le lieu au quotidien, c'est une super aventure humaine et c'est une grande réussite pour nous d'avoir déjà réussi à faire converger toutes ces personnes-là. Les entreprises se portent plutôt bien. Certaines ont été créées de toutes pièces avec le démarrage du projet, ont embauché, se développent bien. Donc, c'est vraiment une belle réussite. La Jolie Colo donc, est de mieux en mieux identifiée sur le territoire par les habitants, par les élus, par les autres acteurs locaux. Et on pense notamment que la création du marché bio au sein du lieu a vraiment beaucoup œuvré dans ce sens-là parce que c'est une porte d'entrée très compréhensible par les gens. L'alimentation, le pain, c'est une porte d'entrée qui parle à tout le monde. On est aussi évidemment satisfait que le modèle économique de la SCI tel qu'on l'avait imaginé ait montré sa viabilité, parce que c'est vrai qu'on faisait quand même le pari de remplir de louer des espaces à des entreprises, alors que au départ on en avait certaines engagées, mais voilà, il fallait en trouver. Donc là, on est quand même assez content sur ce point et maintenant, on est en capacité du coup de réemprunter pour continuer les travaux. Globalement, c'est tout récent, mais la cohabitation entre les différents usages du lieu a l'air de bien fonctionner entre les gens qui viennent travailler et puis les gens qui vivent sur place. Il n'y a pas pour l'instant de bug majeur, donc on espère que ça va continuer comme ça, mais ça a l'air bien parti. Toujours ce paramètre de lien avec la collectivité, que ce soit avec les élus ou avec les techniciens, on y travaille et de plus en plus on sent qu'on a quelque chose à faire ensemble et que nos liens se renforcent. Et il n'est pas rare que la Jolie Colo soit sollicitée comme interlocuteur pour des projets, notamment sur des questions de transition. Et pour ça, on est aussi en partenariat avec des associations locales qui œuvrent dans ce sens. Et on est en train de créer, à partir de l'association La Jolie Colo, avec d'autres, un réseau territorial d'associations qui œuvrent dans ce sens de la transition avec un S, des transitions avec un S. Encore un point important pour nous, c'est que les membres fondateurs, les 6 personnes, sont toujours très enthousiastes et impliqués. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on se dit souvent qu'il faut que notre petit collectif, là, il tienne, que c'est ça quand même le cœur du projet et la garantie de sa pérennité. Et puis, petit à petit, notre vision commune, on crée du commun, en fait, et petit à petit, on partage de plus en plus ce projet et puis une vision de ce projet dans l'avenir. Et puis, comme ce soir, c'est un point aussi positif de voir qu'on parle parfois de la Jolie Colo au-delà du Vercors. Merci pour votre attention. Je rends la main. Merci beaucoup, Perrine, pour l'intervention. J'espère que ce n'était pas trop long. Ça va, je pense. Ouais, très bien. Alors, c'est toi qui reprends. Ah ouais, arrêtez de partager. Ouais. Voilà, très bien. Super. Bon, et bien, du coup, je vais reprendre la main là-dessus. On a eu beaucoup de questions. Valérie, je te laisse. Ouais. Oui, et notamment, alors il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport au montage et à la diversité entre le mixte habitation et activité sur le lieu. Mais avant, il y avait une question qui est un peu au commencement, c'est comment ont été choisis les 3 personnes, les 3 foyers? Il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de casting. C'est vraiment c'est les hasards de la vie. En fait, déjà au départ, dans l'entreprise Ditos, il y a ma petite sœur Mélanie. Donc c'est déjà une histoire un peu de famille au départ.
ma sœur Mélanie qui est gérante de cette structure, qui cherchait à s'installer ici. Du coup, nous, en tant que particuliers aussi, le projet nous intéressait et on s'est raccroché à cette envie de trouver un lieu. Et puis après, on s'est dit, 4, c'est quand même vraiment maigre pour un si gros, si gros bâtiment. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien d'avoir un autre, peut-être couple, ou pas forcément couple, mais en tout cas, des gens qui souhaitent aussi habiter sur le lieu. Donc, d'aller chercher un troisième foyer. Et donc là, c'est une connaissance. On connaissait Lison depuis quelques années. On avait partagé des projets associatifs. On savait que Lison et Michael partageaient des valeurs communes avec nous. Et donc, on les a contactés, notamment aussi parce qu'ils avaient donc eu ce projet en activité de boulangerie. Ils avaient déjà créé un fournil précédemment et qu'on cherchait quand même aussi des gens qui potentiellement pouvaient se réapproprier les anciennes cuisines. On trouvait dommage que dans la colo, on avait le projet de faire des ateliers de fabrication et des bureaux. Mais on se disait, cette super cuisine, là, ça serait dommage de tout casser et puis de faire une menuiserie. Et donc, on s'est dit, ce serait bien de réemployer en fait l'existant, d'aller dans le sens de ce que nous suggère le bâtiment. Et puis, le hasard a très bien fait les choses parce que Lison et Michael avaient déjà un peu dans l'idée de s'impliquer dans des projets d'habitat participatif. Ils avaient tenté des choses avec des groupes précédemment. Et puis, ils étaient à un moment de leur vie où c'était possible et ça a bien matché, mais c'est vraiment une sorte de heureux hasard. Donc, il n'y a pas eu vraiment de travail de constitution du groupe, ça s'est fait comme ça. Et alors, pour poursuivre justement sur l'articulation entre activité, habitat, est-ce qu'il y a des outils ou des chartes qui ont été mises en place, des valeurs qui ont été retenues ensemble? Alors, il y a deux choses. Déjà, nous, au départ, on a été quand même bien clairs, les 6 porteurs de projet, que oui, on allait habiter sur place et on allait faire en sorte que la cohabitation entre l'ensemble des activités se passe bien. Mais quand même, on mettait la priorité sur les activités professionnelles. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, c'est chouette d'habiter sur place, mais il faut surtout que les entreprises et les gens qui viennent bosser soient dans de bonnes conditions et qu'on était prêt peut-être à éventuellement faire des concessions sur notre confort de vie privée. Dans les faits, c'est pas du tout, on n'a pas du tout à faire de concessions parce qu'en fait, ça se passe plutôt bien. Mais quand même, au départ, il y avait plus le projet de créer un tiers-lieu que de créer un habitat participatif, même si les deux aspects nous plaisaient beaucoup. Donc déjà, ça crée une espèce de consensus initial qui évite après des malentendus. Et puis maintenant qu'on a donc rassemblé cet ensemble de personnes, ces 25 personnes au quotidien sur le lieu, on s'est dit, nous aussi, on ne va pas tout le temps on va pas tout le temps décider de tout pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à travers le projet associatif à partager la gouvernance du projet, à permettre aux gens d'avoir une forme d'autonomie, d'autogestion à l'intérieur du lieu. Et pour ça, on a travaillé pendant plusieurs mois avec des personnes qui ont été ce qu'on a appelé le Conseil des sages, qui sont des personnes ressources qu'on connaissait depuis longtemps, des gens qui avaient mené des projets associatifs type MJC, un ancien un ancien directeur de centre de vacances, enfin bref, des gens avec l'habitude de gérer des projets collectifs. On leur a exposé notre envie à la fois de ne pas perdre la main sur le projet, mais quand même de l'ouvrir pour que le collectif dans son ensemble se l'approprie. Et eux nous ont suggéré, au fil des mois de travail, d'aller vers ce concept de charte en disant ça peut être une base qui permet de garantir les valeurs sur lesquelles vous vous accordez au départ. Et à partir de là, le projet peut se déployer, mais la charte reste quand même garante
des décisions initiales. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a rédigé cette charte et elle n'est pas très contraignante. Voilà, elle définit juste des grandes lignes de départ et après, on définit aussi à l'intérieur de cette charte des modalités qu'on propose pour cette gouvernance partagée sur un principe que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'holacratie et qui est une manière justement de permettre à des cercles d'usagers, de parties prenantes de s'autonomiser dans le développement de certains aspects du projet tout en étant interconnectés avec les autres parties prenantes et que tout ça cohabite autant que possible. Nous, on n'a pas du tout encore de recul sur ce fonctionnement-là, c'est tout frais, mais on a vraiment envie d'aller vers ça. Et oui, du coup, on a une charte pour cadrer cette chose. Et on a aussi après, bien sûr, des règlements plus conventionnels, de règlements de copropriété, etc., les statuts de la SCI. Enfin, il y a après des formes plus classiques, mais on a une charte associative. Ok. Justement, oui, pour rester un peu sur le sujet du montage juridique, il y a toujours un petit peu la question par rapport aux différentes activités, par rapport au montage idéal et aux ambitions du collectif. Vous, comment finalement, comment est-ce que le montage SCI, association, scope, a été amené en fait et voilà, est-ce que vous avez eu finalement beaucoup de questionnements autour du montage juridique, quel a été le cheminement? Bon, on savait qu'il existait plusieurs formes de SCI, notamment les SCI d'attribution par exemple, mais comment dire, on n'a pas trop longtemps tergiversé sur le fait qu'il fallait qu'on monte une SCI pour acheter le bâtiment parce que c'est la forme la plus courante et puis c'est celle qui est la plus répandue chez les notaires, qui est la plus simple à expliquer aux banques, etc. On a vite vu que si on voulait, par exemple, acheter en montant une association qui achèterait le bâtiment, personne ne nous suivrait parce que c'était c'était trop peu conventionnel. Donc, on a constitué une SCI assez classique. On n'avait pas le besoin que ce soit une SCI d'attribution puisqu'on avait l'intention qu'une grosse partie du bâtiment reste en SCI, en fait. Je crois que, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que les SCI d'attribution ont plus vocation à se dissoudre à un moment où les différents lots se détachent les uns des autres et que la copropriété prend à bras-le-corps le bâtiment. Donc, nous, on voulait garder la SCI, donc on est resté sur cette SCI. À un moment, on s'est questionné sur le fait de revendre ou pas les logements, parce qu'on se disait, en fait, on pourrait louer nos logements, même si on fait nous-mêmes, on investit nous-mêmes dans les travaux de nos logements. On pourrait trouver un accord entre associés et ne pas construire une usine à gaz avec une autre structure qui est la copropriété. Et puis, en fait, on nous l'a un peu déconseillé, notamment des juristes, des experts comptables, juristes qui nous ont dit « oulala, non, nous, on pense que le privé, il faut vraiment que vous ayez la main dessus, que si à un moment donné, vous avez envie de revendre vos logements, vous puissiez le faire sans être obligé de demander l'accord de tous vos associés en SCI. » Donc, bon, on s'est dit « bon, ok ». On a cédé, entre guillemets. Donc, on s'est dit, la SCI, elle revend des plateaux nus au bout de quelques mois. On devient copropriété. Et finalement, ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre parce que c'est beaucoup d'administratifs, il faut repasser devant les notaires, machin. Mais quand même, au final, ça nous permet de bien distinguer les différents étages de gestion du projet. Et c'est pas inintéressant d'avoir des tiroirs, de se dire ça concerne la SCI, ça concerne la copro, ça c'est l'association. Ça permet vraiment d'avoir en fait les idées plus claires sur qui est censé gérer quoi et
finalement, moi, je conseillerais cette forme-là. Enfin, pour un projet équivalent au nôtre, je trouve que c'est une forme qui fonctionne assez bien. Et puis l'association, bah, c'est un peu différent. C'était pas, enfin, l'association, c'était vraiment une volonté que ce projet, comme je disais tout à l'heure, ce soit pas juste, ça concerne pas que les gens qui sont dans le bâtiment. Enfin, surtout, enfin, si, ça concerne les gens du bâtiment, mais surtout qu'il se passe des choses entre ces personnes et qu'il se passe des choses en direction du territoire. Donc, l'association, ça nous semblait être vraiment l'interface parfaite, sachant qu'on a quand même mis dans les statuts de l'association qu'on pourrait potentiellement se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Ça, c'est vraiment si on devenait, si on devenait une grosse structure qui nécessite un cadre plus de type société, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ok, merci. Et dans tous les cas, pour plus d'informations sur les montages juridiques, on vous invite aussi à aller voir sur le site d'Habitat Participatif France dans les ressources. Voilà, il y a des outils et des éléments pour avoir plus d'informations. Sur le projet, il y avait aussi des questions par rapport au financement. Alors, je ne sais plus exactement si le coût des travaux et le prix au mètre carré a été évoqué, annoncé. Et aussi, finalement, dans les financeurs, les investisseurs, enfin voilà, quels ont été les porteurs et les financeurs du projet. Alors, on n'a jamais, enfin, pas à ma connaissance, fait le calcul du prix au mètre carré. En fait, si ça, c'est la question autour du prix d'achat, 270 000 € pour 1500 mètres carrés et 5 hectares sur le Vercors, c'est un prix au mètre carré imbattable. C'est vraiment pas du tout comparable avec le reste du marché. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais voilà, c'est très peu cher. Après, bah, évidemment, c'est un gros bâtiment avec plein de... Enfin, c'est lourd quand même. Donc, en termes de... Le coût des travaux, nous, on n'avait pas des moyens... on ne pouvait pas non plus investir des millions d'euros. Donc, on est resté dans nos capacités. Donc, on a fait des choix. On a fait des choix de faire travailler des entreprises sur certains aspects et puis de faire par nous-mêmes sur certains autres aspects, de faire des chantiers collectifs avec des amis. Donc, on a un coût de travaux global que je vous disais, hein, enfin, travaux plus achat, mais bon, du coup, l'achat, c'est pas grand-chose, mais on avoisine plus d'1 million d'euros, donc ça fait quand même une somme rondelette. Voilà. Et puis sur les financements, nous, on a fait un emprunt. Donc déjà, on avait des fonds privés hein, au départ. On a apporté en capital. On a acheté les plateaux de nos logements. On a emprunté à une banque. Donc comme je vous disais, là, en 2021, on va réemprunter. Donc au final, on aura emprunté 570 000 €. Et on a obtenu des subventions, mais vraiment pas du tout sur l'aspect bâtiment. Vraiment, ça, c'est sur le projet associatif. Donc, enfin, le projet associatif qui, du coup, vise l'intérêt général. Moi, souvent, je dis à des gens qui me posent la question des subventions et qui ont juste un projet d'habitat participatif que c'est quand même pas évident d'aller chercher de la subvention publique sur des projets d'habitation s'il n'y a pas... après une retombée locale sur la vie des habitants, sur le développement économique, etc. Donc nous, je pense qu'on les a obtenus vraiment parce qu'il y avait cette dynamique-là, sinon on n'aurait pas du tout pu aller chercher des sous juste pour l'aspect foncier. Voilà. Dans les questions, alors peut-être encore 2 questions. Sur les partenaires, les acteurs, enfin les compétences extérieures auxquelles vous avez fait appel, notamment sur votre projet, accompagnateur, architecte,
ou, enfin voilà, et sur quel type de compétences, et voilà, est-ce que est-ce que même peut-être avec le recul, il y aurait des compétences complémentaires que vous auriez eu besoin de mobiliser? Euh, Alors, bah, nous, on a fait appel à comment dire, le panel habituel dans le cadre d'un achat de bâtiment. Donc, les notaires, quand même, qui nous ont pas mal conseillé sur la forme d'achat, que ce soit les histoires de forme de SCI, de revente, de plateau, etc. On a travaillé avec un avocat sur la rédaction des statuts, parce que même si on peut trouver des modèles en ligne, c'était quand même bien de bien questionner tous les différents articles du contrat pour être sûr voilà, qu'on est clair sur ce sur quoi on s'engage entre associés au sein de la SCI, notamment pour tout ce qui concerne d'éventuels départs, reventes, etc. C'était quand même bien de bien éplucher la chose. Ensuite, on a donc oui, sur le projet du bâtiment, on a travaillé avec un architecte, un cabinet d'architectes de Villard-de-Lans. Donc eux, ils nous ont essentiellement guidés sur vraiment les grands axes de transformation du bâtiment, notamment sur tout ce qui concernait la redistribution des fluides, de l'électricité, du chauffage, de bien séparer les lots avec des cloisons comme il faut, avec des portes coupe-feu, vraiment une expertise sur l'aspect bâtiment collectif. Mais après, sur tous les aménagements intérieurs des locaux, sur un certain nombre de choix de répartition des espaces, c'est vraiment nous qui avons fait ces choix-là, les porteurs de projets. Savoir qu'est-ce qu'on mettait où, la cuisine on la met où, le bureau on le met où, enfin, ça c'est nous qui avons décidé. Et c'est nous aussi qui avons suivi le chantier avec les entreprises. On n'a pas demandé aux architectes de faire ce suivi parce que ça nous coûtait trop cher. Donc, on a fait, nous, cet aspect-là. On a travaillé donc avec pas mal d'entreprises locales parce que, voilà, refaire le toit, changer toutes les fenêtres, ce genre de choses, ou refaire toute la plomberie, c'était pas de notre... on n'était pas en capacité de le faire. Par contre, pareil, tous les aménagements intérieurs, on a fait beaucoup, beaucoup par nous-mêmes. Tout ce qu'on pouvait faire par nous-mêmes, en fait, on l'a fait, mais c'était un juste équilibre à trouver entre notre capacité de travail et notre capacité de financement pour à la fois pas s'épuiser, pas se ruiner. Il y avait un équilibre à trouver. Et puis ensuite, maintenant, on travaille avec une comptable, enfin un cabinet comptable qui travaille à la fois sur la copropriété et sur la SCI et sur l'association. D'ailleurs, on vient aussi de démarrer un contrat avec eux pour voilà, être sûr que tout est fait en bonne et due forme. Et bon, de toute façon, en tant que SCI, on n'avait pas trop le choix. Hein. Il faut rendre des comptes, etc. Mais voilà, on travaille avec des comptables et puis j'espère que je n'oublie pas d'autres partenaires, mais en gros, voilà l'équipe. Alors peut-être une dernière réaction ici au tout début, c'était aussi sur le lien avec la collectivité, alors commune ou intercommunalité, sur le fait qu'elle puisse être facilitatrice et soutien aux porteurs de projets. Alors, notamment sous les aspects financiers. Alors, il y avait la question du foncier du terrain, s'il était à un prix peut-être dégressif par rapport à l'estimation des domaines, ou peut-être qu'il y a eu d'autres formes de soutien de la part de la collectivité. Je ne sais pas, du coup, Perrine ou Thierry, si vous voulez compléter, enfin, ou apporter des éléments d'information. Juste pour répondre rapidement à votre question, il n'y a pas eu d'intervention financière des collectivités.
Vous l'avez vu dans les chiffres qu'a donné Perrine, il y a eu une toute petite intervention de 9 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez, sur 1 million, c'est zéro. C'est ce qu'on appelle la contrepartie nationale, parce qu'il y avait des fonds leaders qui avaient été sollicités. C'est tout. Donc, on va dire pratiquement rien. Parce que c'est une opération privée, parce que les terrains ont été achetés par les porteurs du projet, donc des privés. Dans ces conditions, la collectivité ne pouvait pas intervenir. D'ailleurs, ça ne lui a jamais été demandé. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait un intérêt quand même pour la collectivité, et pourquoi j'ai été, moi, en tant que maire, facilitateur du projet depuis l'origine, j'allais dire des origines à nos jours, parce qu'il se situe au point de contact entre l'économie et le logement. Et c'est ça qui est très intéressant dans le projet. L'économie, c'est important parce que dans une commune qui est essentiellement tournée vers le tourisme, avoir des activités qui n'ont rien à voir avec le tourisme, c'est un plus. Notamment, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure avec les questions d'enneigement et de difficultés l'hiver dans une station-village qui se trouve à 1000 mètres d'altitude, d'avoir des activités qui n'ont rien à voir avec les questions d'enneigement et qui tournent, entre guillemets, quelles que soient les conditions, c'est important. Et puis, deuxième chose, l'habitat. On a, au cours du mandat précédent, transféré la compétence urbanisme à la communauté de communes. Et la première tâche que nous avons vue, ça a été d'écrire notre PLUI. Et dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, on a souhaité réserver un maximum de terrain en zone naturelle et agricole. Donc ça, c'est une intention louable, sauf que la conséquence de ça, ça a été une flambée, il n'y a pas que ça, mais ça a été en grande partie une flambée des prix. Conséquence de ça, c'est que quand vous gelez des terrains en quantité importante, ben, c'est un peu bête à dire, mais les terrains constructibles sont réduits. Donc vous réduisez énormément l'offre, alors qu'on est entré dans une période où la demande explose. Notamment, alors je ne vous raconte pas avec l'histoire du Covid, mais des gens qui veulent venir s'installer sur le Vercors, parce qu'on est à 30 km d'une agglomération de 500 000 habitants, avec le développement du télétravail, etc., c'est de la folie. Résultat, peu d'offres, beaucoup de demandes, égale explosion des prix. Voilà. Donc l'habitat, d'une façon générale, est devenu un vrai problème, notamment pour les jeunes du pays qui cherchent à se loger dans des conditions de prix acceptables, et elles sont devenues complètement folles. À Villard-de-Lans, qui est juste à côté, mais à Autrans, c'est à peu près pareil, les prix du foncier ont explosé. Enfin, c'est 50% de plus en un an. Donc, voilà. Donc, je reviens à mon propos initial. L'intérêt du projet Joli Colo, c'est qu'il est au point de convergence entre l'économie, donc des activités nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'activité neige, et une solution partielle, enfin une solution quand même à ce gros problème que nous avons ici sur le territoire, qui est le problème du logement. Merci. Il y aurait encore d'autres questions. Il y a également un appel, proposition pour si la Jolie Colo accueille des activités et si on peut les solliciter. Voilà. Ça dépend quelles activités. Nous, on a là au niveau des espaces professionnels des entreprises, de l'hôtel d'entreprise, on est tout rempli. Mais après, on a donc cette grande salle qui est gérée par l'association, qui est un espace qui peut être utilisé temporairement sur certains types d'activités, du genre stage, conférences, résidence artistique. Voilà, mais c'est plutôt comme une salle polyvalente, c'est pas un espace privatif de travail. Bon, eh ben, merci beaucoup. Je crois que la grande majorité des questions ont pu être répondues. Donc, merci beaucoup, Perrine, et merci beaucoup, Monsieur Gameau, pour vos interventions. Il est déjà 19h10 et ça fait un petit moment qu'il y a Anne-Sophie Dodon de Village Vivant qui attend patiemment. J'espère qu'elle aura appris quand même des choses et que ça nourrira aussi ses réflexions sur les projets qu'elle mène. Donc, un grand merci à vous. Donc, je vais vous proposer maintenant une petite présentation d'Anne-Sophie sur sa structure qui est Village Vivant et qui œuvre à remobiliser du foncier
en centre-bourg et en cœur de village pour y implanter justement de l'activité économique basée sur des modèles d'économie sociale et solidaire. Voilà, je te laisse la parole, Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Et super, merci Thomas pour la présentation. Village Vivant, c'est une structure coopérative qui s'est créée il y a 4 ans autour de l'objet de la revitalisation des villages et des centres-bourgs. Donc, on est en plein dedans. Et avec le sujet, la thématique de l'immobilier qui revenait dans chacune de nos interventions. Au démarrage, on travaillait vraiment de concert avec les collectivités autour de la mobilisation citoyenne, autour de la recréation d'activités, de nouvelles dynamiques économiques dans les villages et autour de l'enjeu pour nous qui était aussi phare, c'est celui de la coopération dans ces petites communes, le fait de fédérer plusieurs projets, de fédérer des parties prenantes d'un village ou d'un bourg qui ont des intérêts qui peuvent avoir des intérêts différents. Et la question de l'immobilier, elle revenait toujours. Ouais, mais oui, super, on se mobilise. Village Vivant a fait une étude sur la vacance commerciale, mais néanmoins demeure cet immobilier vacant qui est une ressource. Et en face, des projets comme celui de la Jolie Colo, avec de nouvelles énergies humaines qui se fédèrent autour de projets qui mixent des activités économiques, des activités peut-être plus autour de la culture, du lien social et de l'humain, et parfois de l'habitat ou la question du logement et des activités agricoles qui entrent dans ce projet. Et du coup, sur ce champ de l'immobilier, il manquait un acteur qui vienne acquérir ces locaux vacants pour en refaire des lieux de vie au service des nouveaux projets économiques de ces territoires sur lesquels les valeurs de coopération s'appuient énormément. Vous connaissez peut-être Terre de Liens qui intervient sur l'acquisition de fermes et de fonciers agricoles au service de fermiers et d'agriculteurs dans le secteur du bio. Et Village Vivant fait la même chose pour l'immobilier dans les villes et dans les petits villages. Et tout ça, on le fait aussi de concert avec les citoyens. Alors parfois les citoyens du territoire, de la collectivité en question, mais parfois aussi au-delà, puisque le format société coopérative, SIC, qu'on a choisi, permet de venir emmener avec nous des investisseurs particuliers, des personnes qui vont devenir sociétaires, qui vont soit venir juste émettre un investissement qui va nous permettre de réinjecter cela dans l'immobilier, dans les campagnes, ou qui vont devenir sociétaires et intégrer une part de la gouvernance de la société. C'est une forme sur laquelle on peut aussi, une forme juridique, la SIC, sur laquelle on peut aussi venir impliquer collectivités, associations et tout type d'entreprises. Du coup, aujourd'hui, on est une quarantaine de sociétaires et on vise vraiment très rapidement à l'ouvrir à de nombreux sociétaires. Et on est plus de 400 investisseurs sous d'autres formes de placements financiers. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, au service de la revitalisation des villages, on a cette activité de foncière solidaire dont je parlais, où on vient directement acquérir le bâtiment. Donc, typiquement, pour le projet de la Jolie Colo, Village Vivant aurait pu intervenir là où se situe la SCI Pépinière Vercors, sur les activités, sur le rachat du foncier au service de porteurs de projets et d'activités économiques. Et en fait, on se rend compte également qu'il y a, au-delà de l'investissement dans le foncier, il y a de forts besoins ressentis sur l'accompagnement à ces montages-là. Perrine l'a excellemment bien décrit et j'ai été vraiment nourrie par cette présentation, mais toute la complexité dans un tiers-lieu, dans un lieu qui regroupe de multi-activités, de pouvoir associer les usages des multiparties prenantes et du coup les enjeux associés à ces différents usages, puisque sur un même lieu, on y retrouve des entreprises, des habitants, et on a parfois des investisseurs extérieurs qui n'exploitent pas, n'utilisent pas le lieu au quotidien, mais qui sont néanmoins des parties prenantes qui ont un intérêt dans le suivi du projet et dont il va falloir tenir compte.
Donc, on a ces usages. Et puis, en face, on a le modèle économique. Ce qu'on va venir faire quand il y a des… c'est souvent au moment, avant la signature d'un compromis ou même en cours d'activité. Parfois, les lieux sont déjà acquis, mais par exemple par une SARL ou par un collectif. Et puis, on va venir réétudier un montage différent, peut-être à un moment de changement fort sur l'outil foncier, un moment où il y a d'énormes travaux, il va y avoir des demandes de subventions, de nouveaux emprunts. Mais on va venir appuyer le modèle économique de cet outil immobilier pour faire de cet outil, faire de l'immobilier, de cet ensemble, réellement un outil qui soit au service des différents besoins. Et je le redis là parce que l'immobilier est jamais, c'est un message, hein, une proposition de vision que je porte, mais est jamais notre porte d'entrée. Quand on va voir des projets, en fait, on re-questionne énormément l'étude de besoins du territoire, la manière dont les gens se sont rassemblés, les enjeux, les intérêts, et on repositionne ça. Et pour nous, le bâtiment vient presque en second. Alors, bien sûr, il s'agit parfois d'opportunités, mais vient vraiment être un outil au service de ces usages. Voilà. Thomas, je me propose d'arrêter là, puis de répondre plus largement aux questions. Je crois que j'avais 5 minutes. Merci beaucoup. Alors effectivement, on n'a pas vraiment de questions pour le moment qui sont apparues sur le chat. Moi, à titre personnel, j'en ai une. C'est comment marche du coup votre foncière solidaire? Est-ce que c'est des individus qui investissent directement dans votre société, qui réinvestit aussi sur l'immobilier? Comment ça se passe? Oui. Très concrètement, on a plusieurs sociétés. On a la société coopérative qui est la SIC, qui est le cœur du projet et dans laquelle nous, salariés et des investisseurs extérieurs que j'ai mentionnés, des personnes individuelles, des entreprises, des associations, viennent mettre du capital et investir. Ensuite, cette société coopérative, elle est là aussi à côté d'une société en commandite par action, une SCA. Terre de Liens fait la même chose. La SCA, elle vient capter des investissements d'acteurs institutionnels tels que la Banque des Territoires et des banques comme la Caisse d'épargne et la Banque populaire avec qui nous travaillons. Et cette société coopérative couplée avec la SCA viennent investir dans des SCI. Et ensuite, les outils de véhicules, les véhicules de portage de chaque bien immobilier sont des SCI. Merci. Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de savoir pour les personnes qui nous suivent et qui sont un petit peu sur différentes régions de la France, s'ils peuvent vous mobiliser, jusqu'où s'arrête votre périmètre d'intervention? Oui, merci Valérie pour cette question. Sur l'acquisition, quand Village Vivant effectue l'acquisition avec la foncière, pour le moment, on intervient sur un champ qui est approximativement celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements limitrophes, mais pour que nous, on puisse se déplacer très régulièrement, venir auditer le bien, effectuer une faisabilité, des audits de faisabilité technique plus poussés, et puis, en tant que futur propriétaire, avoir une proximité géographique avec le bien, parce qu'aujourd'hui, on est basé dans la Drôme. Pour ce qui est du conseil et des activités, on travaille notamment sur des propositions de co-développement pour des structures qui voudraient créer elles-mêmes ce qu'on appelle un outil de micro-foncière pour avoir un ou plusieurs bâtiments ou une ou plusieurs SCI. Là, on vient intervenir sur un domaine plus large qui peut être le champ national. La foncière, elle, interviendra sur le plan national peut-être dans 5 à 6 ans. Mais on y va progressivement. Aujourd'hui, on a 4 biens du coup, qui sont exploités par les porteurs de projets qui mènent leurs activités sociales dans ces biens. Un en Ardèche, qui est une ancienne auberge. Un dans l'Ain, à proximité de Lyon, qui est exploité, dans lequel il y a
une librairie coopérative. On a un local d'activité à Crest, dans la ville où on est situé, qui est actuellement occupé par nos bureaux et qui va être occupé par une association de mobilité très prochainement. Et puis, c'est fou, on a une brasserie, enfin, on détient le bâtiment d'une brasserie artisanale dans le Royan, dans le Nord-Vercors, pas très loin d'Autran, à vol d'oiseau. Alors, merci beaucoup. Il y a 2 questions qui sont apparues. Alors, la première, c'était quels sont vos liens avec les communes? Et la deuxième, c'est peut-être qui est un peu lié. Comment repérez-vous les projets sur lesquels vous pouvez intervenir? Le projet doit-il être porté par différents acteurs? Donc, sur les liens avec les communes, ils sont multiples. On réalise des études pour les communes ou pour les communautés de communes. Donc, on est souvent sollicité par les acteurs publics pour mener une étude sur la vacance commerciale ou spécifiquement une étude sur un bâtiment pour y réinstaller une activité. Donc là, souvent, notre client, notre commanditaire principal, c'est l'acteur public. Et dans cette phase d'action, on va aller chercher à mobiliser et fédérer les citoyens et détecter des porteurs de projets pour l'activité qui peut y être envisagée. Et autrement, les biens viennent avec les porteurs de projets. Les porteurs de projets sont en train de réaliser leur plan d'affaires, commencent à se projeter sur un bien, et soit ils sont très très avancés, ils sont déjà en train de réaliser des demandes d'emprunt auprès des banques, et là ils rencontrent un blocage. Donc là, Village Vivant peut venir se substituer dans l'acte d'achat. Soit ils sont un peu plus en amont, mais du coup, vraiment, il y a l'enjeu de mieux connaître le bien et de venir mener une étude qui soit plus approfondie aux côtés d'un investisseur, puisque les porteurs de projets parfois sentent qu'ils ne vont pas pouvoir investir seuls sur vraiment ce que Perrine a présenté, c'est-à-dire l'outil immobilier et puis la partie exploitation, ce sur quoi Perrine mentionnait tout à l'heure, les différentes subventions pour l'activité de Fab Lab et de tiers-lieux. J'ai répondu aux questions, il me semble. Voilà, est-ce qu'il y a des conditions sur lesquelles, du coup, après, des conditions peut-être limitantes sur lesquelles vous décidez finalement de ne pas aller, ou vous attendez un engagement de la part ou des collectivités ou des porteurs de projets? Oui, il est fortement souhaitable que les collectivités elles soient déjà informées du projet et ensuite mobilisées, mais ça peut prendre différentes échelles. Donc nous, si on est sollicité directement par des porteurs de projets, soit nous, soit les porteurs de projets allons aller rencontrer la collectivité assez rapidement pour leur exposer le projet et valider que ça correspond bien à un besoin sur le territoire. Et alors, tu mentionnais des conditions. La seule condition qui me vient actuellement, en tout cas au démarrage, à la prise de contact, c'est celle de l'activité qui va y être menée. On parle d'activité dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ce soir, on est tous réunis autour des questions de transition, ou en tout cas où la place de l'humain, du lien à l'environnement, du lien social, elle prime sur la dimension économique, ou en tout cas, elle a vraiment un fort enjeu. Et ensuite, les conditions, elles vont peut-être s'affiner en fonction de la faisabilité technique et économique sur un bien en particulier. Parce qu'on se rend compte qu'il y a il peut y avoir des biens sur lesquels, après plusieurs mois d'instruction, on se rend compte que ça ne le fait pas, soit finalement le vendeur est plus vendeur. Enfin, il existe de multiples données sur la question de l'immobilier. Donc, les conditions d'intervention vont aller en s'affinant. Eh bien, alors peut-être une dernière question avant de libérer tout le monde. Alors, il y avait une question de So.
Alors, le plus souvent, la question qui se pose est le mode de déplacement. Si les personnes sont éloignées des structures, elles doivent prendre en compte la distance entre le village, la ville. Avez-vous pris en compte cette problématique? Est-ce que la commune, la ville et le village peuvent prendre en compte des modes doux? Alors, peut-être que So peut préciser cette question-là. Je sais pas. Anne-Sophie, est-ce que ça te paraît clair? Alors, si je reformulais, et la question de So, ce serait sur la question des tiers-lieux, voilà, de vérifier que ces lieux qui regroupent, qui sont des vecteurs de lieux de convivialité, prennent en compte la question des personnes éloignées des cœurs de village et des cœurs de bourg. Voilà, donc j'espère déjà avoir bien reformulé ce que j'en ai compris. Oui. Ok. Oui. C'est une excellente question. C'est peut-être dans les premières études que vous faites avant de réaliser le projet. Enfin, ça fait peut-être partie des différentes dimensions. Oui, ce que j'ai envie d'amener, c'est qu'il y a toute une, comment dire, une ambivalence, mais même chez nous, Village Vivant, ou quand on rencontre les communes, sur le fait que quand même on se rend compte que de créer des lieux comme la Jolie Colo, même si c'est à un emplacement et c'est très localisé, en fait, ça a un faisceau d'impact sur un territoire qui est plus grand. Et du coup, c'est très énergisant, je ne sais pas comment le dire autrement, d'avoir un lieu qui rassemble de multi-activités. Donc, on a plutôt tendance à un petit peu prôner cette multiforme sur un lieu plutôt que des activités très éparpillées. Enfin, en tout cas, on se rend compte que ça marche bien quand même aujourd'hui. Par contre, la question des mobilités douces, je suis fait d'accord avec So qu'aujourd'hui, en fonction des territoires, on a du mal à l'appréhender, notamment sur des territoires montagneux. Donc, peut-être que Thierry aura plus de données là-dessus, mais moi, je travaille peu sur ces questions-là. J'ai plutôt des questions comme So, en fait. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de plus de questions, je pense on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour être intervenue. Merci beaucoup aussi à toi, Perrine, de nous avoir expliqué clairement et attentivement le projet. Donc, et puis merci à tout le monde pour votre écoute et votre participation. Il y a eu plein de questions super intéressantes. Donc voilà, si vous aussi vous voulez contribuer, apporter un témoignage, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur la boîte qui s'affiche à l'écran. Et puis bien sûr, si vous avez un projet localement et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter les structures locales d'accompagnement. Voilà, un projet économique, vous pouvez contacter à mon avis Village Vivant. Sur des projets d'habitat participatif, n'hésitez pas à contacter les structures locales voilà, qui œuvrent au quotidien à ça. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que le prochain webinaire sur Habiter autrement les petits bourgs aura lieu le 29 avril. Et on ira cette fois en Gironde, à La Réole, avec des bailleurs sociaux. Voilà, un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas si Valérie a un mot de la fin ou si les intervenants ont quelque chose à rajouter. Non, merci pour ces témoignages et cette diversité aussi de retours d'expérience et d'apports. Voilà, très contente et très impatiente de suivre le 3e webinaire. Moi, je vais rajouter un grand merci aussi pour votre intérêt pour notre projet. Et puis je vous souhaite aussi une bonne continuation à tous dans vos projets. C'était très chouette de savoir qu'il y avait des gens un peu partout en France, en Bretagne, partout, qui suivaient ces échanges. C'est vraiment sympa. Et j'espère que divers projets se croiseront peut-être un jour en vrai. Et à bientôt peut-être. Très nourrie par la présentation de la Jolie Colo dont j'avais entendu parler, parce qu'on est juste éloigné d'un massif montagneux, mais je suis très
heureuse de savoir que ça existe et merci à Thomas et Valérie pour votre invitation et l'animation. Allez, bon. Eh ben, encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Ce webinaire sera rendu disponible en replay très rapidement avec sûrement un petit questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup et puis bon courage pour les mauvaises nouvelles qui nous arrivent tous les jours. Voilà. Et très bon Prenez soin de week-end. vous. Ouais, très bon week-end, bravo. Bon week-end et prenez soin de vous. Au revoir.